dans le département du Nord, à la prison pour mineurs de Kievrechin. Derrière ces murs sont incarcérés une quarantaine de détenus de 13 à 18 ans. Il y a actuellement près de 700 mineurs emprisonnés en France, dont quelques dizaines de filles. T'as ta carte professionnelle, ça ? Aujourd'hui a lieu un événement particulier, la sortie de l'une de ces détenues. 2 éducateurs du ministère de la Justice viennent la chercher. Toujours aussi motivé qu'hier ? Oui, toujours. Les mesures de sécurité sont aussi draconiennes que dans une prison pour majeurs. À l'intérieur, une cour, des cellules avec des barreaux. Marie, 16 ans, en est à sa 2e peine de prison. C'est une délinquante multirécidiviste. À son actif, plus d'une vingtaine de vols, de violences avec armes. Elle est actuellement poursuivie pour proxénétisme. Tu es libérée aujourd'hui parce que tu bénéficies d'une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire. Qui dit contrôle judiciaire dit obligation. Répondre aux convocations de l'autorité ou de la personne désignée, suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle. Comme tout détenu, on lui rend tout ce qu'elle avait sur elle le jour de son entrée dans sa cellule. Voilà. 20, 30, 31. Index gauche, s'il te plaît. On relève aussi ses empreintes digitales. Dorénavant, son séjour en prison restera inscrit sur son casier judiciaire. Très bien. Et voilà, formalité des groupes terminée. Marie est restée enfermée ici 3 mois. Elle est émue. Normalement, c'est à la fin du film qu'on pleure. Ces éducatrices de la prison viennent la saluer à son départ. Ouais. Lâche-toi une bonne fois pour toutes et puis après tu repars sur autre chose, tu démarres autre chose. Laisse tout ici. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah, je suis pas prête de revenir, hein, ça va. Respect. Prenne soin de toi, Marie. Ça fait bizarre. C'est... On peut pas expliquer. Faut le vivre, faut le comprendre. On n'a pas de mots. C'est-à-dire ? Bah, il faut être incarcéré, il faut être en prison pour vivre une liberté. Parce que la liberté, c'est la plus belle chose de l'homme, mais quand on l'apprend, bah voilà quoi. C'est... Merci. Ouais, il faut y aller. Ça fait plein de bonnes choses. Et n'oublie pas ici, courage. Allez, courage. Si 2 éducateurs sont venus la chercher, c'est que Marie n'est pas encore libre. La justice a ordonné son placement pour 6 mois dans un centre éducatif fermé. Il en existe 41 en France. C'est une alternative à la prison, avec une mission claire, tenter de réinsérer les mineurs délinquants dans la société. Marie a été affectée à Ham, petite ville tranquille de 5000 habitants en Picardie. Situé à quelques kilomètres du centre-ville, le centre éducatif fermé, le CEF, peut accueillir 9 garçons et 4 filles de 16 à 18 ans. Sur plus de 2 hectares, les jeunes sont enfermés derrière ces grillages. L'encadrement est impressionnant. 27 éducateurs et employés pour 13 jeunes, plus de 2 adultes pour 1 délinquant. Marie découvre les premières règles. Pour chacun de ces déplacements, elle devra être accompagnée par un éducateur qui ouvre et ferme à clé chaque porte derrière elle. Vous refermez toutes les portes comme ça? Ouais, tout à fait, ouais. Pourquoi? C'est une question de sécurité pour éviter que les jeunes se retrouvent dans une pièce et puissent avoir un moment d'égarement, on va dire, et de dégrader ou de se retrouver en situation de trouver à 2-3 et puis qu'il peut arriver une bagarre, machin. L'éducatrice en charge de l'internat lui attribue une chambre individuelle
comme à chaque pensionnaire. Donc voilà, c'est ta chambre. Et donc La pièce fait 14 mètres carrés. Un petit lit, une armoire et une douche. Le confort est spartiate. Non, ça va. Il n'y a pas de barreaux, mais l'unique fenêtre est condamnée. On peut pas ouvrir la fenêtre là par contre, non? Non, je crois pas. Voilà, je peux pas. Ces adolescents sont très souvent fugueurs. En même temps, ça évite les tentations. Hein. Pas le temps de se reposer pour Marie. Elle est tout de suite convoquée dans le bureau du responsable des éducateurs, Nicolas Boitel. Alcool, drogue, portables sont interdits. Mais avec ces ados très violents, Monsieur Boitel tient à aborder un chapitre particulièrement important. Violence et procédures administratives. Des faits de violence sur autrui ou contre le matériel, en acte ou en parole, entraînant des procédures administratives et judiciaires. Voilà. Donc c'est dit avec des grands mots, mais en résumé, je pense que tu as compris. Ouais, bah oui, c'est tout ce qu'on fait, on va dire, de l'aura des suites, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devons rendre compte à ton magistrat de ta vie, donc des bons côtés, surtout des bons côtés, ouais. Et quand il le faut, des mauvais côtés. Nicolas Boitel va insister sur ce qui le préoccupe chez Marie, les fugues. Jusqu'à présent, elle s'est enfuie de tous les foyers ou centres fermés où la juge l'a placée. La particularité en centre éducatif fermé, c'est qu'une fugue prend une autre ampleur qu'une petite fugue traditionnelle, puisqu'il y a un contrôle judiciaire. C'est la prison après. Voilà. Pour chaque mineur, une fiche signalétique avec photos et signes particuliers sera envoyée à la gendarmerie de la ville en cas de fugue ou de délit. Avec ces jeunes, la justice a déjà tout essayé. Le centre est leur dernière chance pour se réinsérer dans la société. Pour les éducateurs, c'est un défi de taille, à commencer par la gestion de leurs provocations. Le centre est mixte pendant la journée. La nuit, les jeunes sont séparés. Eh ben, elle est fermée, donc à un moment donné, moi, ça va être rapport, Clément. Je ferai pas de cadeau, hein, ça c'est clair et net. Vous voulez vous foutre de ma gueule, on va jouer. Estelle, l'éducatrice de garde ce soir-là, s'efforce de faire respecter l'horaire des couchers, 23h. Marie profite du désordre ambiant pour elle aussi traîner dans les couloirs. Elle est fermée, point barre, Guillaume. Rapport, point barre. C'est le coucher, donc c'est un peu le bordel forcément dans le sens où ils ont du mal à se coucher. L'heure arrive, donc il y a un peu de tension, ça filme dans les chambres, donc on essaie de faire respecter le règlement. Sans en arriver aux mains et sans agression, donc on essaye de... voilà, on doit bien le sortir, il vient de comprendre. C'est toujours dans la négociation, voilà, tout simplement. Les éducateurs n'ont pas l'autorisation d'user de la force. La seule arme reste la parole. Les jeunes le savent et en profitent pour les pousser à bout. Ce sont des gamins qui vivent la nuit pratiquement pour tous. Donc, le fait d'arriver en établissement comme ça, en hébergement, le fait de respecter des horaires ou un règlement, c'est très dur pour eux, en fait. Les éducateurs ont leur petit truc face à ces jeunes qui ne supportent pas l'autorité. Pour arriver à ses fins, Estelle va récupérer le jeu de cartes, carte par carte. Il va lui falloir 1 heure avant de réussir à faire rentrer chacun dans sa chambre. C'est presque gagné. On ne va pas crier victoire tout de suite, mais on va dire que par rapport à tout à l'heure, la tension est redescendue un peu. Et que normalement, ils vont aller se coucher. Les conversations qu'on a eues, qu'est-ce que tu penseras Non, c'est généralement tout doucement, mais sûrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas précipiter les choses, parce que si on commence à rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans comment on appelle ça, dans le conflit, c'est ce qu'ils attendent, donc c'est ce qu'ils connaissent dans la rue, donc à un moment donné, faut pas rentrer dans ce jeu-là, quoi. Donc c'est toujours le mot d'ordre, patience. Parfois, le calme ne revient que très tard dans la nuit ou au petit matin.
7h30, c'est le lever. L'objectif de Christian et ses collègues est de redonner à ces couches-tard un rythme biologique normal. Vite. Vite. Vite, tu vas chez le dentiste. Non, je veux. Si, parce que... Quoi, tu t'en fous? De toute façon, je vais y arracher les cheveux à cette vieille putain. Afin d'éviter les rapports sexuels et les brutalités, les chambres des filles sont séparées de celles des garçons par une vitre blindée. Ces filles sont habituées à être violentes pour se faire respecter. On a déjà vu ici des filles qui ont le dessus sur certains garçons. Et voilà, donc ça, c'est des choses qu'on essaie d'éviter. Mais malheureusement, comme elles sont en sous-nombre, elles sont obligées d'être vigilantes et d'être toujours sur le qui-vive par rapport à la réaction que les garçons pourraient avoir envers elles. Donc il y a des moments où elles réagissent par la violence, quoi. Autre contrainte liée à la mixité, les éducateurs doivent toujours être à deux pour réveiller les jeunes filles. On ne rentre jamais seul dans une chambre de filles. Ça pourrait être considéré comme une faute professionnelle chez un éducateur. Ça peut engendrer plein de choses, quoi. Il peut se passer quoi? Une fille qui a eu des problèmes d'ordre sexuel pourrait se présenter nue devant nous ou avoir des attirances sur un éducateur, donc majeur, mineur, voilà, quoi. Et il peut y avoir danger, quoi, aussi bien pour le majeur que pour le mineur, surtout pour le mineur. Le CEF veut redonner à ces jeunes filles un peu perdues le goût de l'effort sportif. Marie, on y va, Marie. C'est parti, allez. Hop, très bien. Là, vous avez fait 80%. Là, vous avez fait 80%. Là. Au programme pour Marie, dès le lendemain de son arrivée, un footing. Cela fait des années qu'elle n'a plus fait de sport. Elle est à la traîne. D'habitude, à cette heure-là, tu fais quoi chez toi? Chez moi là, je rentre et je décuve. Décuve, ça veut dire quoi, décuve? Dessoulé. Ah, dessoulé. Bah. D'accord. C'est-à-dire, comment ça? Bah, d'habitude, voilà, je suis dehors, je suis avec des amis, on boit, tout ça, puis voilà. Tu rentres de... Le matin. De ta nuit, quoi. Voilà. La plupart des filles qui intègrent le centre ont souvent oublié leur féminité. Kamel, l'éducateur sportif, est là pour les aider à se sentir mieux dans leur peau. Les filles, elles arrivent avec, on travaille aussi l'image corporelle, l'image qu'elles ont d'elles. Par exemple, quand elle est arrivée, elle s'est fixée un objectif. Quand elle a vu qu'il y avait des personnes qui proposaient énormément de sport, elle s'est fixée un objectif, c'est de perdre un peu de poids. Elle s'oublie elle-même et puis déjà dans leur tête, elles sont en perte de repères. Et puis après, c'est une question d'image, l'image qu'elle renvoie et l'image corporelle aussi. Chaque jeune doit s'inscrire au minimum à une activité obligatoire. Maçonnerie, jardinage, atelier cuisine, soins des chevaux. C'est du bon fumier qui sent bien. Ça tombe bien, les éducateurs ont repéré dans le dossier de Marie qu'elle a déjà réussi plusieurs examens d'équitation. Oh, qu'il est beau! Salut, toi! Un des responsables lui fait les présentations. Apparemment, entre les chevaux du centre et la jeune fille, le courant passe. Les éducateurs vont très vite rebondir. Ils décident de l'orienter vers une formation équestre. Alors, ça démarre par une lecture à voix haute. Oh non, tu vas pas me faire lire. Oh. Bah si. Mais si. Mais avant de trouver un métier, encore faut-il avoir un niveau scolaire suffisant. Chaque entrant doit passer un test d'évaluation. Avec Marie, Gauthier, professeur des écoles au CEF, a du pain sur la planche. Le cinéaste Jamel Cameron sort son film intitulé Titanic. Navire n'arrive pas à éviter un iceberg. Captain, je sais pas quoi. Lis comme tu penses. Captain, oh je suis paumé. Deuxième test, une dictée d'un niveau CM2.
On y va? Marc et ses parents habitent en France. Point. Ils écrivent régulièrement. Oh là là. Régulièrement. Voilà. Tu relis pas? Non, je veux pas voir le catastrophe. Tu veux pas? Non. Buter sur une dictée à 16 ans peut sembler étonnant. Mais les relations de Marie avec l'école sont chaotiques. Au cours des 5 dernières années, elle n'est allée en classe que 7 mois. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Un parcours scolaire classique, c'est-à-dire sans absentéisme, sans conseil de discipline, non, il n'y en a pas en ce moment. Et ils ont donc entre 16 et 18 ans. Oui. Et en majorité, c'est quoi leur niveau scolaire? Quel est leur niveau scolaire? Fin de cursus primaire. C'est quoi qui te plaisait pas? Déjà, c'était dur de rester assis. Rester assis et de concentrer sur un prof qui me disait des choses, tu vois. Alors que pour moi, je me disais, ouais, c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Elle a rien à me dire, tu vois. J'étais dans l'optique là. Je faisais chez les profs. Parce que je voulais qu'ils attrapent des dépressions nerveuses. Alors elle me disait quelque chose. Un exemple, elle me disait, ça va? Ouais, toi, comment ça va? Ça va bien, ta famille? Je les embrouillais, tu vois. Marie n'était pas qu'une élève turbulente. Avec ses anciens professeurs, elle a été aussi violente. Un épisode lui revient en mémoire. Et il me regarde, il me fait, ouais, t'arrives, il te reste 2 mois à faire de l'année, on est obligé de te coltiner, en plus tu sais rien faire et tout. Moi je me suis prête avec lui, et je l'ai insulté, mais j'ai démonté le prof, tu vois. Démonté? Je me suis tapé avec lui. Tu l'as tapé? Bah ouais. Mais tu l'as tapé, tu as fait quoi? Bah, je mets une droite, hein. Tu sais, c'est normal, moi j'aime pas qu'on me parle sur moi, sur mes origines, je suis ce que je suis. Et pour toi, c'est normal de mettre une droite à un enseignant? J'ai pas dit que c'était normal, parce que j'ai comme après des remords, tu vois. Frapper des professeurs lui semble banal, mais il faut dire que chez elle, la violence a fait partie de son quotidien. En même temps, j'ai 4 grands frères. Des tôles, j'en ai pris, tu vois. J'en ai pris mal. Alors, des tôles, je pourrais même plus me mettre assis, hein. Et voilà, des coups, t'en reprends, après ça te fait plus rien. Tu vois, c'est... Donc est-ce que le fait de frapper, ça solutionne les choses? Non, ça solutionne pas. Maintenant, je suis dans la même optique aussi, tu vois, j'ai changé. Parce que sinon, ça fait longtemps que, voilà, même ici, je me serais battue depuis longtemps. Maintenant, très vite, il va falloir être confronté à travailler avec 2, 3, 4 personnes. Et que du coup, on n'a plus l'enseignant pour soi. Ouais, mais ça qui va être chiant. Puis quand il y en a un autre qui va m'énerver, qui va être en face de moi, alors. Tu sais comment je suis. Mais tu sais qu'on va essayer. Ah ouais, mais celui-là, s'il est en face de moi, qui va m'énerver, qui va faire le con, je vais lui claquer le trou dans la tête, tu vois. Marie a un niveau CM2. Si elle veut rattraper son retard, il va falloir se remettre au travail. Rendez-vous est pris avec Gauthier, 30 minutes tous les 2 jours pour commencer. Ses premiers délits remontent à l'âge de 12 ans. Vol dans les magasins, bagarre. La juge pour enfants tente différentes mesures éducatives. Travail d'intérêt général, placement dans des foyers, mais sans succès. Au contraire, c'est l'escalade de la délinquance. Quand tu recommences, c'est des conneries, c'est de plus en plus haut. Par exemple, ça allait jusque... Bah, un exemple d'un simple vol, tu peux tomber vol avec menace d'une arme. Toi, tu l'as fait? Ouais. Bah, il avait un vigile, et j'ai sorti un couteau, puis je l'ai planté. Où ça? Dans l'abdomen, dans le ventre. T'avais un couteau dans ton sac? Ouais. Et le type que t'as planté, tu sais ce qu'il est devenu? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai peu de nouvelles, donc tant mieux. T'as regretté? Non, c'est après. Quand tu dessoules, quand tu te remets, tu te dis merde. Parce que tu te dis, ouais, ça se trouve, t'aurais pu lui ôter la vie pour un simple vol. T'aurais pu ôter la vie à un homme, tu vois. Enfant de parents divorcés, Marie a grandi avec son père, mais elle a toujours été livrée à elle-même. Aujourd'hui, elle ne peut plus les voir qu'avec l'accord de la juge pour enfants. Et ta maman, elle en pense quoi? Elle s'en foutait, Et ton papa? Mon père, c'est autre chose. Hein. Voilà. Mais une fois qu'il a su, bah voilà, comme il m'a dit, c'est trop tard, les choses sont faites. Mais je pense que s'il aurait su avant, il m'aurait pris, il m'aurait défoncé.
La plupart de ces jeunes filles délinquantes ont un passé familial tourmenté. Tribunal de grande instance de Melun, en région parisienne. Pour la première fois de sa vie, Julie, 16 ans, va passer en jugement pour des violences répétées sur une élève de son collège. Les parents de Julie sont séparés, mais ils sont venus tous les deux accompagner leur fille. Bonjour. Bonjour. Alors, Face à eux, la jeune victime, Mathilde, 16 ans, et sa mère. L'audience se déroule dans le bureau de la juge pour enfants, Anne Puy-Courage. Alors, donc, je t'ai vu il n'y a pas très longtemps et c'était donc dans le cadre d'une mise en examen pour des faits de violence. Et pourquoi tu l'avais frappé à cette occasion-là? Qu'est-ce qui s'était passé? Pulsion. Pardon? Énervement, coup de chaud en fait, sur un coup de nerf en fait. Ouais. Et donc, c'était quoi les coups? Des claques. Oui. Pieds, je crois. Oui. D'accord. Et des insultes. D'accord. Alors, donc, vous êtes victime dans ce dossier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire un petit peu sur les deux jours où les agressions ont eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des brûlures. Donc, tu as pris des coups où? Des claques, des coups de pied. Psychologiquement, elle était touchée, très touchée. Elle a, bon, je ne veux pas dire, bon, elle a fait des rêves, des cauchemars. Bon, elle a été suivie par un psychiatre. Pour ces petits trucs-là, elle rêve de sang, elle rêve de... Donc, bon, là, ça suit, quoi. Bien. Alors, moi, ce qui me paraissait important, c'était quand même qu'on arrive à essayer de comprendre un petit peu ce déchaînement de violence, à deux reprises, une fois avec quand même un certain nombre de jours d'écart. Donc, on aurait pu penser que ça se calme pendant les vacances. Bon. Des disputes dans les établissements scolaires ou aux abords des établissements scolaires, c'est quand même un grand classique. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en vient à des coups quand même relativement violents et sérieux? D'accord. La parole est donnée à un éducateur qui a rencontré Julie depuis sa mise en examen. Elle s'est fait une histoire où, à mon avis, elle n'est pas totalement la méchante. C'est une jeune fille qui nous a, en vérité, très peu parlé de ses problèmes. Quand on l'a devant nous, comme elle le fait avec vous, c'est tout va bien. Et ah, ça va à la maison? Bah oui, tout va bien. À l'école? Bah oui, tout va bien. Mais en définitive, quand on creuse un peu, c'est pas toujours aussi rose qu'elle voudrait le faire paraître. Elle n'a pas toujours eu un environnement très stable, qui lui a peut-être pas permis non plus de s'épanouir comme elle l'aurait dû. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec certains problèmes qui ont été sous-évalués par ses parents, notamment leur conflit à un moment donné. Donc voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, madame, monsieur? Tout ce qui se passe en ce moment-là, par rapport au suivi du CE, tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Il n'y a pas de... L'analyse est très bien aussi. D'accord. Et donc, vous êtes d'accord un petit peu sur l'analyse qui est faite de la situation de votre fille? Tout à fait. D'accord. OK. Bien. Donc, aujourd'hui, je vais te déclarer coupable des faits qui te sont reprochés sur les violences. Je vais prononcer une mesure de réparation et je vais te placer sous le régime de la liberté surveillée pendant encore 1 an. Et puis, vous me tenez au courant. Autrement dit, Julie sera contrainte de voir régulièrement un éducateur. Mais elle pourra continuer à vivre chez son père, qui a sa garde. En fait, on avait peur que ce soit plus sévère que ça. Parce que, voilà, selon ce qu'on entendait et tout. Là, non, franchement, c'est bien. Là. Tu pensais que ça allait être quoi? Je sais pas, franchement, un placement ou des trucs comme ça, mais pas un truc comme ça. Là, c'est ce qu'on m'avait dit, Ça n'a jamais laissé entendre. On t'a dit que c'était une possibilité. Je sais que ça voilà. peut être plus sévère. Mon père, il m'a quand même pas mal monté le bourrichon par rapport à ça. J'ai mis un peu la pression pour qu'elle prenne conscience de ce qui allait se passer. C'est papa qui a mis la pression, c'est pas les éducateurs. Mais oui, mais il me disait que les éducateurs avaient dit ça. Oui, parce que tu pensais... Pardon. Tu pensais à quoi? C'est un centre éducatif fermé, par exemple? Oui, voilà. Un placement, les choses comme ça, j'avais un petit peu peur pour elle. Mais là, je suis plutôt contente. Un truc pendant 1 an, c'est pas, voilà, ça change pas grand-chose à ma vie. Puis des rendez-vous avec le CE, c'est pas la mer à boire non plus. Quoi. Puis tout va rentrer dans l'ordre. Ouais, voilà.
2 mois après son jugement, Julie a dû changer de collège. Elle s'est fait expulser de 2 établissements en 1 an à cause de ses actes de violence ou d'insolence envers la directrice. Elle n'a pas changé ses habitudes. Elle n'a eu qu'un seul rendez-vous avec une éducatrice pour évoquer sa mesure de réparation. La justice n'a encore pris aucune sanction concrète à son égard. On lui a parlé de s'occuper d'enfants sans plus de détails. Pas sûr que le message soit bien passé. On a parlé de la mesure de réparation, en fait, de ce que je devais faire, et moi j'ai toujours dit que même depuis le début, je comprends rien à sa mesure de réparation. Mais tu sais ce que tu dois... Pourquoi tu dois faire ça? Bah non, c'est ça le problème. C'est que je dois réparer quelque chose que j'ai pas compris en fait. Il s'est passé quelque chose, je l'ai fait pour un intérêt, et je dois réparer un truc par... réparation, je comprends même pas le mot d'ailleurs. Et après, au bout du compte, au bout de l'entretien, j'ai m'a raccompagné chez moi et c'est tout. Encore, ils m'auraient mis dans le même domaine, j'aurais compris. Dans le domaine de la violence et tout. Mais là, avec les enfants. Est-ce que tu regrettes en fait ce que tu as fait? Non, je regrette pas. C'est juste l'histoire de l'île, juste le fait d'avoir changé de collège en fait. D'accord, mais tu regrettes pas d'avoir fait ça? Non. Mais pourquoi? Parce que pour moi, le mérité, je l'avais prévenue. C'est pas comme si j'étais tombée sur elle comme ça sans la prévenir. Tu lui as fait quoi donc? Bah, je lui ai donné des claques. Je lui ai donné des chassés, des coups de poing. J'ai tiré les cheveux. Je lui ai... C'est tout en fait. Après aussi, je lui ai éclaté la tête contre le mur en béton. Quand je pensais qu'en fait qu'elle allait sortir, bah, j'ai vu elle se diriger vers le bureau de la CPE et là j'ai fait non, non, non. Et là, après d'un coup de pulsion, bah, je sais pas ce qui m'a pris, j'arrivais, je lui ai sauté dessus et la tête elle a cogné contre le mur. Sa violence a rimé avec son échec scolaire. En 5e, elle avait 17 de moyenne. En 4e, elle tombe à 4,5. C'est l'année où ses parents se séparent. Est-ce que éventuellement tu as vécu, je sais pas, dans ton entourage, quelque chose dans ta vie qui était violent? Ah, si. Quand j'étais plus jeune, enfin plus petite plutôt, mes parents, ouais, ils se tapaient souvent dessus. C'est-à-dire? Bah, genre, ouais, ils se tapaient souvent dessus. Ma mère a cherché mon père, au bout d'un moment, mon père comme moi. Il prévient, il parle, il prévient, et au bout d'un moment, bah, ça passe plus. Des fois, c'est parti avec des couteaux, donc moi j'avais super peur parce que je me mettais entre les deux et voilà, des fois ça partait en balance. Vous savez, des gros couteaux de cuisine qu'on a, les trucs, ça partait comme ça. Des trucs dans la maison qui pétaient, ma mère qui était des fois à l'hôpital parce qu'elle tombait mal, ou des trucs, des fois je dormais et je me réveillais en pleine nuit parce que j'entendais ma mère qui était en train de crier, mon père pareil. Enfin, ça t'a marqué quoi? Un peu, ouais, je me rappelle. Je pense que je l'oublierai pas. Allez, comment on gueule, hein. Ouais, chérie. D'accord. Ça va mon cœur? Viens à toi. Dans la famille de Julie, c'est la première fois que quelqu'un est poursuivi par la justice. Pour le père, cadre, voir sa propre fille passer devant un juge a été un choc. Il ne cautionne pas ce qu'elle a fait. Mais il s'en veut plus à lui-même qu'à son enfant. Est-ce que vous lui avez donné une punition? Je l'ai bien disputé, je veux dire, mais non, une punition... Est-ce que vous l'avez puni pour ça? Est-ce que... Oui, bah, je lui ai enlevé Internet, je lui ai enlevé son portable, voilà, ça a duré 2-3 semaines, même pas 2 semaines peut-être. Hein. Bon, voilà, bon, après, je vais pas non plus... voilà. Donc, vous vous sentez un peu responsable? Oui. Ouais. Il y a un moment où j'étais trop dans mon travail. J'étais pas assez à l'écoute. Enfin, elle me parlait, mais je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Et j'étais peut-être pas assez à l'écoute. Voilà, j'aurais dû plus... il y aurait eu un moment à l'époque, peut-être que ça aurait été plus simple. Donc elle s'est rapprochée de ses copains, j'étais très pris par mon travail, et puis bon, j'ai pas fait attention à certaines choses au départ. Voilà. Mais le fait quand même d'être passé à l'acte, d'avoir donné des coups, d'avoir été violente, est-ce que vous pensez que ça peut avoir... on peut trouver une explication là-dessus par, je sais pas, dans sa vie, est-ce qu'il y a eu des moments de violence, quelque chose ou pas? Oui, elle a vu des choses, c'est sûr. C'est-à-dire? Des choses... enfin là, je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est plus dans le passé, mais c'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à la vie que j'ai eue avant. Voilà, mais ça, voilà. J'irai pas plus loin. Est-ce que vous savez ce qui peut se passer si jamais elle recommençait?
J'ai surtout pas envie d'aller amener des oranges à ma fille en prison. Ouais, mais après le reste, je sais pas trop, mais je sais que de toute façon, déjà, s'il y avait un truc comme ça, déjà, ma vie serait légèrement perturbée. La sienne aussi, puis la mienne aussi, beaucoup. Voilà. Retour au centre éducatif fermé de Ham. Marie est ici depuis 3 mois. Elle relit régulièrement les lettres que son père lui a écrites en prison. Salut, j'espère que tu vas bien. Ne te laisse pas marcher sur les pieds par personne. On te laissera jamais tomber. Je te quitte, ton père. Un truc qui me fait penser à mon père. Bah, mon agenda, c'est lui qui me l'a offert. Le nounours, la couverture, la serviette. Il te manque ou pas ton papa? Bah ouais, c'est normal. C'est normal. Même ma mère, j'ai vu ma mère, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et elle m'a dit non, t'as changé et tout, machin. Ça fait plaisir. C'est important pour toi, son avis, parce que... En fait, franchement, pas tellement. Tu vois, elle départ comme ça dans ta vie, elle te dit rien, puis elle dit ouais, bah, on va être comme des copines, t'inquiète, ça va bien se passer. On va faire la fête, on va recueillir des liens, on va faire des pique-niques, tu vois. Tu te dis, c'est quoi ça, tu vois? T'es choquée, tu tombes sous le cul, t'entends des choses comme ça, tu vois. Alors que maintenant, bon, j'ai moins besoin d'elle, tu vois, c'est plus quand j'étais petite, j'avais besoin d'elle. Son père a lui aussi fait de la prison dans le passé. Difficile à l'époque pour elle d'apprendre à faire la différence entre le bien et le mal. Il t'a inculqué quoi, en fait, ton père? Bah, pas que des bonnes choses, tu vois. Comment ça? Bah, parce que mon père, bah, tu sais, il vit encore à l'ancienne. Donc, il faisait un peu de vol, un peu de trucs. Donc, moi, je le suivais. Tu vois, j'ai pas le père modèle qui travaille, qui... Non, moi, j'ai tout le contraire, j'ai tout l'inverse. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Parce que toi, quand tu faisais tes bêtises, finalement, est-ce qu'il te punissait pour ça? Non. En fait, devant les policiers, ils me regardaient, ouais, c'est pas bien, nana, nana. On sortait, ils me disaient, oh là là, prochaine fois, je viens pas te chercher. Allez, vas-y, rentre, tu vois. C'était même pas... C'était normal, tu vois. Et t'as jamais sermonné ou fait la morale? Bah non. Franchement, non. Parce que lui, des fois, il faisait pire, tu vois. Donc, je pouvais pas me faire la morale. Il faisait pire. Donc, non. Comment toi, toute seule, tu t'arrives à te dire que justement tu ne veux plus aller en prison, tu veux t'en sortir? C'est quoi en fait L'amour des chevaux. Quand je suis avec les chevaux, je suis bien. Je pense à plus rien, tu vois. Je suis dans mon élément et tu sais, c'est apaisant, puis c'est une vie qui me plaît. Et je me dis que si je vais en prison, bah, les chevaux, c'est mort. Tu vois. Avec les chevaux, la jeune fille a tout de suite accroché. Plusieurs fois par semaine, elle monte et s'occupe des bêtes. Putain, la vache! Oh la vache! Merci. C'est bon, Magali. Son aisance et son savoir-faire impressionnent tout le monde. Progressivement, elle arrive de mieux en mieux à se lever le matin. Tu as trouvé ta vocation professionnelle là? Je suis en train de chercher, j'hésite entre maréchal ferrant et groom. Groom, c'est accompagner les cavaliers pro. Donc, soin du cheval et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'hésite en fait. On verra bien. Samedi, on va voir à Verdun, c'est une école de cheval, un CFA, pour justement s'orienter ce qu'il faut comme les diplômes ou ce qui s'ensuit, quoi. Pour faire les métiers et puis voir ce qui est accessible, quoi. Marie a déjà fait le mur 2 fois en 3 mois. Mais fait nouveau pour cette fugueuse compulsive, à chaque fois, l'amour des chevaux l'a ramenée au bout de quelques heures. Et donc tu vas t'accrocher à ça pour... Moi, pour m'en sortir, ouais. Tout simplement. Le tableau semble encourageant. Mais pour Marie, tout reste fragile dans le climat de violence qui règne dans le centre. Ce matin, Marie est de corvée de bois avec quelques camarades.
Massacre à la tronçonneuse. Attends. Ah, imagine, j'arrive, je te fais. Samuel, 16 ans, est considéré dans le centre comme ultra-violent. Il est ici depuis 1 mois et demi. La justice, elle croit qu'ils nous mettent ici parce qu'on va changer, mais on n'a pas à changer parce qu'un tel dit qu'il faut changer. 6 mois que j'aurais pu être chez moi, en train de faire ce que je veux. En train de faire des conneries. Non, bah pour eux, c'est des conneries. Je vois pas ce qu'il y a de mal à se battre. Toi, t'es sûr qu'à la sortie, tu vas te... Mais comme je t'ai dit, on peut pas être sûr à 100%, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu peux pas être sûr à 100% de toi. Je peux pas savoir. Moi, je dis que tu vas retomber dans les 1%. T'es pas un enculé, toi, de pomper comme un mort. Jusque-là, tout se passe bien. L'arrivée d'un autre jeune, Rémi, va tout changer. Une bagarre éclate. Samuel a jeté Rémi à terre et le roue de coups. Doucement. Allez. Arrête. Allez, arrête. Allez. Marie et l'éducateur tentent d'intervenir. Sans succès, au contraire. Arrête, regarde ta chaîne. Arrête, qu'est-ce qui t'arrive, wesh? Qu'est-ce qui t'arrive, là? Pourquoi tu fais ça? Alors, je t'ai rien fait, le gars, il y a du barbelé et tout, je me suis fait mal, là. Arrête tes conneries, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, sérieusement. Vas-y, arrête tes conneries. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça fait longtemps que je dois lui mettre une claque dans sa gueule, à ce petit bâtard. L'éducateur a tardé à les séparer. Il s'en veut. C'est la vie d'un CEF. Il y a des hauts et des bas, surtout que les jeunes, c'est comme ça. Hein. On a du mal à gérer quand même. Certaines situations, quoi. Un rapport sera envoyé au magistrat, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, aucune sanction ne sera prise contre les 2 garçons par le responsable des éducateurs. Ils ont la chance tous les 2 de partir en week-end, ça va pas remettre en cause le week-end, mais forcément il va falloir quelque part qu'on converse de tout ça, quoi, parce qu'ils vont retravailler ensemble, quoi. Notre boulot, même si des fois ça peut être perçu un peu drôle, on évite toujours qu'il y ait ça jusqu'au dépôt de plainte. Donc en évitant de les faire se croiser, il semble, enfin ça fait 3 éducs que j'ai croisés, me disent qu'a priori ça va sans doute pas s'arrêter tout de suite. Donc en les séparant pour un temps, ça va rebaisser un peu la pression, quoi. Garçon ou fille, ce genre de scène arrive régulièrement. La plus grave altercation entre jeunes a été commise par une fille. Ce jour-là, elle revient au centre après avoir passé 3 mois à la prison de Kievrechin. Elle avait passé à tabac avec 2 complices, un de ses camarades, dans une chambre. Elle s'appelle Sarah et elle a 16 ans. Vous avez plus de voix? Non, bah non, j'ai dit au revoir à tout le monde et... Vous avez crié un peu? Un petit peu. Ouais, c'est ça. Après la prison, chouette celui-là. La juge a décidé de replacer Sarah dans le centre pour 6 mois, avec l'obligation de voir régulièrement un psychologue. Bon, allez, c'est bien. Attention à la porte. Et toi? Ça va. Allez, salle de réunion, s'il vous plaît. Nicolas Boitel va lui relire la lettre qu'elle aura écrite en prison. Tu nous as écrit le 5 mars 2010. Pour mon retour au CEF, j'envisage de repartir sur de meilleures bases. Trouver un contrat d'apprentissage en passant par une formation. Je souhaiterais avoir un suivi psychologique, au moins 2 rendez-vous par semaine. À voir avec Amandie, la psychologue. Donc il va de soi que cette lettre, pour nous, elle a un sens. Il faut être clair. Pendant 6 mois, tu n'as pas rien fait. Tu as fait des choses, sauf que tu les as pas menées au bout. La psychologue du centre va pousser la jeune fille dans ses retranchements. Donc une fois de plus, on va essayer de rebondir. Elle veut forcer à une prise de conscience, mais Sarah est rebelle. Moi, j'aimerais bien t'entendre un petit peu sur ce qui s'est passé, ce qui t'a amené à Kievrechin. Quel regard aujourd'hui tu portes sur ce qui s'est passé et qui a fait que tu as été incarcéré, Mélissa? Qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé? Ben, que... Qu'est-ce que tu déjà, as dit? Ce que je me dis, ben, je regrette d'avoir fait ça. Je trouve ça grave ce que tu as fait. Et la peine que tu as eue, je la trouve juste. Ouais, peut-être c'est grave. Ouais. Oui, je crois que c'est grave. Et si on en vient à des actes comme ça,
à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Moi, je te dis ouvertement. De toute façon, cette histoire, pour moi, c'est l'histoire ancienne maintenant. Je suis prêt à repartir de bon pied et j'ai pas envie de la remettre. Oui, mais... J'ai fait ma peine, c'est tout. Pour toi, c'est de l'histoire ancienne, mais pas pour nous. Mais ça y est, moi, j'ai fait ma peine, j'ai payé mes dettes. Tout à fait. Ce que j'attends de toi, c'est que tu arrêtes de faire semblant. Semblant de quoi? D'être. T'emmènes les gens là où tu veux les emmener, en leur faisant des petits sourires et tout ça, et puis ça marche. Légèrement surjoué. Voilà. Là, je suis revenu pour 6 mois, repartir à zéro. Là, vous me sortez toutes les choses d'avant. On te parle de nous. Si je vous dis que je repars à zéro, je vais repartir à zéro. On te parle de nos inquiétudes. Arrêtez d'être inquiet alors si je vous dis que... Mais ça veut dire que vous n'avez pas confiance. Moi, non. Ben voilà. J'attends de voir. Ben justement, attends de voir. Arrête de à chaque fois de me dire ceci. Mais on ne peut pas faire l'économie de te le dire. Si on ne te le dit pas, quelque part, pour moi, c'est une part de mensonge. Je suis encore beaucoup plus inquiet, c'est que tous les renouvellements de 6 mois de plus, pour nous, ont toujours tous été des échecs. Ben, je suis peut-être le premier à avoir une victoire. C'est ce que je souhaite. La jeune fille voudrait tellement faire table rase du passé. Mais dans la réalité, elle récupère la même chambre qu'elle a quittée 3 mois plus tôt. Elle y retrouve les photos de sa famille. Ah, mon papa. Elle a une grande sœur et 4 petits frères. Comment ça fait longtemps? Elle est en conflit avec sa mère depuis la séparation de ses parents. Ni l'un ni l'autre ne sont venus la visiter en prison. Non. Je suis pressé de les voir, un truc de ouf. Ben, ils en pensent quoi? Ils sont surtout en colère après moi aussi, d'un sens. Moi, je les comprends. Mais voilà, ils en pensent quoi? Ben, ils disent que c'est pas bien, qu'il faut que j'arrête, que j'essaye de trouver quelque chose qui m'aiderait à me sortir de là. Parce que c'est pas facile aussi de faire des foyers, des CEF, de la prison. C'est... Voilà, ma place, elle est où? Elle est auprès de mon entourage, elle est chez moi. Ça fait plaisir. C'est quoi là en fait? Bah, je me rhabille comme d'habitude. Parce qu'il y en avait marre des baskets. Ça fait du bien là? Ça y est, je suis reparti dans mon monde là. Place au maquillage. C'est sacré en fait pour une fille, je pense, de se maquiller, de prendre soin de soi. Quand t'étais là-bas, tu te maquillais pas? Non, interdit, à part le crayon noir. Pourquoi? Parce que c'est comme on est des détenus et que c'est principalement des mecs, c'est provoquant pour eux. Décolleté interdit, talons interdits, plein de choses interdites, c'était la cata. Oui? T'es toute belle? Ça y est, enfin. Je retrouve ma féminité. Sarah a un petit cadeau pour Marie. Les 2 jeunes filles ont séjourné dans la même prison. Les surveillantes lui ont confié un tableau qu'elle avait oublié dans sa cellule. Tiens, ma chérie, je t'ai ramené ton cadre. Ah ouais. C'est un truc de fou. Québruchin, non, fou. Bah si, Québruchin. En tout cas, t'as le bonjour de tout le monde là-bas. Des surveillantes Nadia, Séverine, elles te font un gros bisou. Ouais, ils m'ont dit de te dire ça. Malgré ses airs angéliques, Sarah a beaucoup de mal à canaliser son énergie. Ah, toi alors! Arrête tes conneries! Dans le centre, on la surnomme la tigresse. Ta gueule! Elle n'arrive pas à rester concentrée, comme ce matin pendant le cours de secourisme. Ça vient, ça va bien, ça va. Bouge! Allez, dégage! Vous leur dites qu'on est en présence d'une victime. Vas-y, fais bien, bisous. Ne respire pas, ça vient. T'as vu, c'est violent les filles. Ah ouais, c'est violent aussi. Moi, je le rends un garçon. Parce que... Eh ben, je plus de temps, c'est pas grave. La veste, parce que il faut absolument que j'ai accès à son torse. Je vais entrecroiser mes doigts pour vraiment avoir de la force, parce que sur un corps humain, il faut y aller. J'essaie sur moi. Non, 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 non. Jamais sur une victime qui va bien. Jamais. C'est toi la victime. Jamais. C'est toi la victime, je rigole. Je préfère. Mais même quand on... Regarde, c'est moi la victime. Même quand on rigole, on essaie de pas être violent.
Je veux pas faire de violence. Pour eux, ils voient pas le décalage. Eux, Pour eux, ils sont dans la norme. Ce type de geste Bien sûr. est normal pour eux. Bien sûr. Pourquoi? Bah parce que c'est pas du tout les mêmes repères, ça fait partie de leur quotidien. Parce qu'à un moment, une tape amicale, ça fait partie peut-être de montrer un geste d'affection. Nous, on va se serrer la main. Eux, ils vont se donner une petite claque. Eux, ils vont s'insulter. Et donc vous, votre travail, c'est quoi donc? De reprendre tous ces petits moments, de les reprendre pour mettre bout à bout, pour leur dire, bah, la citoyenneté, c'est pas ça. Qu'à un moment, c'est pas parce que tu veux montrer de l'affection ou tu veux montrer de la haine que tu passes à l'acte. Et ça passe, alors attention, c'est rien du tout la petite reprise, mais mis bout à bout, c'est comme ça qu'on travaille. J'ai une convocation dans pas longtemps, un jugement. Comme Marie, Sarah a un lourd passé judiciaire. Depuis ses 13 ans, elle cumule une vingtaine de condamnations. J'ai un long parcours de violence. Violence, cambriolage, recel de bijoux, vol, que des vols aggravés. Et il y a beaucoup de violence. J'ai beaucoup de violence. Avec des armes? Avec des armes. Lesquelles? L'arme que j'ai utilisée, c'était une fois un cutter et un couteau. J'ai commencé à faire des bêtises comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui est intéressant maintenant de nos jours. Moi, c'est l'argent. J'aime beaucoup l'argent. Et en tout, tu as pu avoir combien d'argent? Ils ont fait un total de 32 000 € pour une maison. Fringues, maquillage, soirée. Voilà quoi. On a fait un peu la fête, on va dire. Pourquoi vous passiez à l'acte? Parce que à la base, je pense que la plupart des gens qui passent à l'acte, parce qu'ils se disent quoi? J'ai plus rien à perdre. Alors bam, ils se lancent. Tu vois que du noir, tu bois du noir, tu te dis que t'as plus rien à perdre et alors tu fais le premier pas. Mais après, quand t'es enfermé, tu prends conscience que non. En fin de compte, t'en avais des choses à perdre et c'est là que tu regrettes vraiment. Et le fait qu'on te donne toujours des mesures éducatives avant, justement, l'incarcération, etc., ça t'a servi de leçon ou pas? Non. Le truc qui m'a cassé, moi, c'est l'incarcération. J'étais obligée d'être cassée. Soit qui sort de prison maintenant et qui va me dire qu'il n'a pas été cassé, qu'il n'a pas eu des remords, qu'il n'a pas eu des prises de conscience, c'est un menteur. Elles n'ont que 16 ans. Et pourtant, leur perspective d'avenir semble déjà très compromise. Ce jour-là, Gauthier conduit Sarah à un rendez-vous avec une conseillère d'orientation. Donc tu te prépares comme un rendez-vous de mariage. Il s'agit d'évoquer son avenir professionnel. T'attends quoi de cet après-midi là? Je sais pas, voilà. Ce qui est intéressant là, cet après-midi, c'est que tu joues franc jeu avec la conseillère d'orientation. Ouais. C'est à moi que tu dis ouais ou tu répètes ce que... Non mais faut que j'écoute la musique d'abord avant d'y aller, tu vois. Ah, Préparer psychologiquement. Ah ouais, mais on est en train de discuter. Ouais, je sais, mais j'aime pas moi d'aller à un rendez-vous discuter. Voilà. Pourquoi? Je préfère écouter la musique. Ça me met dans mon monde. Je te rappelle qu'en fonction de ce rendez-vous-là, on va mettre en place les stages dans les domaines qui vont ressortir. Sarah n'a pas une idée très précise, mais ce qui l'intéresse, c'est la coiffure ou l'esthétique. Arrivée dans le bureau, déception. Pendant une demi-heure, la conseillère lui renvoie son faible niveau scolaire, car la jeune fille a arrêté l'école en 5e. Elle veut l'orienter vers un métier de vendeuse ou de serveuse. Un message que Sarah a du mal à entendre. On a choisi 3 CAP. Enfin, j'ai choisi plutôt. Donc il y avait celui de l'esthétique, celui de la coiffure et celui de café-brasserie en vente.
On n'a pas tout à fait dit ça, si tu te rappelles bien. Bon, c'est vrai qu'on a évoqué la piste du CAP coiffure et esthétique, mais on doit tenir compte aussi de ton niveau scolaire et du moment où tu as arrêté les études, à savoir niveau 5e. Il y a certains CAP qui ne te sont pas accessibles, c'est-à-dire que tu risques d'être en échec en allant dans cette orientation-là. Esthétique et coiffure, ça aurait été très très difficile. Le plus ce qui m'aurait intéressé, c'est... Ce qui m'intéressait plus, c'était l'esthétique. Hein. Ouais. Sachant que pour l'instant, ça n'est pas possible. Hein. Ça ne veut pas dire que plus tard... Voilà, c'est ce qu'elle m'expliquait. Étape par étape. Voilà, si je peux aboutir au CAP vente dans la brasserie café, je pourrais ensuite partir dans l'esthétique ou la coiffure. Donc là, tu vois l'avenir comment alors? Tout en rose. Nous retrouvons Sarah une semaine plus tard. Elle n'a toujours pas trouvé de stage. Depuis son rendez-vous, elle sèche la plupart des activités et chahute jusqu'au petit matin. Qu'est-ce qui se passe là? Rien, il se passe rien, je suis fatigué. Au départ, tu devais avoir cours avec Gauthier. Ouais. Et tu vas pas? Non, j'ai pas. Elle craint d'être renvoyée chez le juge. Ils vont voir rapport ma magistrate. C'est tout. Et elle va me convoquer. Elle va te convoquer? Bah oui, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Ils me remettent en prison direct. Mais gars, t'es quand? Ils étaient où? Ça peut arriver. Mais c'est sûr, une erreur, c'est la prison, on me l'a dit. Ça te fait peur? Non. On bat les couilles. Pourquoi? Parce que ça me dérange si je suis là, qu'à chaque fois je me fais menacer d'aller en prison, je m'en bats les couilles. Le courant. C'est pas ce que tu disais la semaine dernière. Ouais, mais la semaine dernière, c'est la semaine dernière. J'aurais dit ça un autre jour. Pour les éducateurs, il y a urgence. Sarah reproduit les comportements qu'ils connaissent trop bien chez elle. Le but de l'opération aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux, notamment par rapport à tes engagements. Concrètement, les activités, depuis une semaine, tu fais rien. Mais je m'ennuie, moi je m'ennuie, c'est pas un truc pour moi. J'ai l'impression de trop savoir les choses, je les ai tellement faites que ça y est, j'en ai marre, je veux plus moi. T'avais cité le fait de rencontrer 2 fois la psychologue par semaine. Chose qui n'est pas possible parce que j'ai demandé d'avoir un psychologue extérieur. Bien vu pour la fuite, nickel, impeccable, bien organisé. En attendant, concrètement, il se passe quoi? C'est que ça fait un mois que t'es là, t'as vu un psychologue en un mois? Combien de fois? Une fois. Une fois en un mois. On est quand même loin des 2 fois par semaine. Ouais. Soyons clairs. Donc comment va-t-on rebondir? Que va-t-on tenter de mettre en place pour la 1e fois? Je sais même pas, moi. Je sais même pas à quoi j'ai envie d'aboutir. C'est même pas quoi? On va tenter quand même d'essayer de recroiser le chemin de la magistrate. T'en penses quoi de rencontrer Mme Canoves? C'est parti, hein. Comment? C'est parti, on y va. Hein. Ouais, mais on y va pour faire quoi? Je sais pas, on verra. Rendez-vous a été pris avec la juge dans 15 jours. Et là, t'as l'impression... Là, ça t'a servi à te remotiver ou pas? Vite fait, voilà. Je crois que j'ai vu plus ici que chez moi. Petite éclaircie dans le ciel de Sarah. Dans ses derniers courriers et coups de téléphone, sa mère vient de trouver des mots nouveaux qui l'ont bouleversée. Elle m'a écrit un courrier hier, elle m'a dit... Non, avant-hier, pardon. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit reste dans cette dynamique-là. Avant, ma mère jamais m'aurait dit je t'aime. Il y a quoi? Ça fait 2 semaines qu'elle m'a dit je t'aime, j'étais choqué. C'est vrai, hein, ça fait bizarre. Hein. Marie, elle, a réussi à trouver un stage dans un poney club 2 fois par semaine. Elle s'y occupe des animaux.
Et puis elle a fugué à nouveau. Actuellement, elle est toujours en fuite.